Votre attention s'il vous plaît, j'ai certainement autour de moi 3 personnes, ou 4 si je m'inclus moi-même, qui font partie des 50% des personnes les plus riches dans le monde. Et oui, ne serait-ce qu'avec un modeste livret A, peut-être à 3 000 €, nous rentrons, vous et moi, dans cette élite mondiale. Et c'est bien beau de s'offusquer suite au dernier rapport de l'ONG Oxfam sur les inégalités, mais en fait, les riches sont là, ils sont parmi nous, ils sont juste à côté de nous, certainement. Dans un contexte de justice fiscale et sociale, j'ai mes invités déjà là qui sont, ils sont au bord de la rupture. Intérêt, mais bon. On essaie de choisir le ton pour la réponse. Dans un contexte donc de demande de justice fiscale et sociale, vous l'avez compris, le sujet de cette émission Éclairage, c'est de rebondir sur ce dernier rapport sur les inégalités et de nous éclairer sur c'est quoi cette ONG, qu'est-ce qu'on en pense de ces inégalités, est-ce qu'on a un regard aussi chrétien sur les inégalités dans le monde. Et tout de suite, pour nous mettre dans l'ambiance, un petit tour de table rapide avec l'équipe habituelle que je viens de traiter d'ultra riche, l'air de rien. Sachez, messieurs, que si vous avez un patrimoine net qui se flirte avec les 650 000 €, ce qui peut être assez rapide avec une résidence principale qui est payée, vous feriez partie des 1% les plus riches dans le monde, d'après certains articles que j'ai lus. Justement, messieurs, vous sentez-vous si riche que cela? Rapide tour de table. Enfin, je crois quand même, Philippe, Marc, on peut se considérer certainement comme riche, mais ce que met en avant le rapport d'Oxfam, c'est l'inégalité entre les véritables plus riches, c'est-à-dire en l'occurrence, il met en avant les 26 milliardaires qui finalement dominent le monde au niveau de leur richesse. Je crains, peut-être à tort, que Philippe, nous ne soyons pas à ce niveau-là. Ah, très bien. Donc Marc ne domine pas le monde, en tout cas pas avec son argent. C'est certain. David. Alors moi je me sens relativement riche, oui. En tout cas conscient de tous les biens qui m'entourent et dont je bénéficie, même si je ne suis pas directement propriétaire de ces biens, j'en suis bénéficiaire. Donc de cette façon-là, je suis riche. Et puis je m'estime quand même riche de mes capacités professionnelles qui me donnent la possibilité de continuer à me nourrir et à vivre. Même si en actif, je ne suis pas très riche, je sais que voilà, j'ai des capacités, une compétence, une formation qui me donne une certaine valeur de production. Et celle-là, elle est quand même, elle n'est pas nulle. Elle est importante. Très bien, merci. Bonjour Philippe. Bernard, oui, je fais partie des plus riches puisque j'ai un livret A avec au moins 3 000 € dessus. Tout petit clin d'œil mis de côté. J'ai conscience de faire partie des gens riches de France. Je paye des impôts sur le revenu. Déjà, oui. Je paye ma taxe d'habitation. Voilà aussi, alors qu'il y a une partie des gens. Ah oui, effectivement, oui. Et puis, j'ai autour de moi des gens qui ont des moyens beaucoup plus limités, beaucoup plus restreints que les miens. Voilà. Donc, j'ai un salaire qui est au-dessus du salaire médian. Donc, j'en ai conscience. Très bien. Merci d'être aussi le salaire factuel, médian, c'est 1 750 € précis par mois. Par personne. Voilà. Ouais, ok. Très bien. Et me concernant, je dirais que tout est relatif. Je me considère effectivement parmi les riches puisque je continue à payer la taxe d'habitation. J'ai refait mes calculs, il n'y a rien à faire. Et puis dit comme ça à l'échelle mondiale, effectivement, on fait partie des ultra riches autour de la table. On est toujours le quelque chose de quelqu'un d'autre. Ouais. Donc on est toujours le plus riche. Quand tu lis les données complémentaires à ce rapport, 1,90 $ par jour. Alors justement, j'aimerais y arriver parce que moi j'ai appris plein de choses intéressantes et j'espère du coup que pour notre audience, cette émission va être éclairante et bien sûr sur de bonne foi. Avant qu'on enchaîne et que je laisse la parole certainement à Marc par exemple pour commencer, trois grands aspects dans cette émission. D'abord, éclairer les faits. C'est quoi ce rapport, il y a quoi dedans, à quel moment il vient, il est dit par qui, à qui en gros. Le contexte aussi, on a des gilets jaunes, il y a l'ISF, il y a pas mal de choses. Donc c'est une première partie contextuelle, factuelle. Une deuxième partie peut-être un peu sale gosse, peut-être un peu critique. Qu'en pensez-vous de ce genre de titre que vous n'avez pas pu louper, qui a fait la une de Libé notamment. Que pensez-vous des éventuels inconvénients? Que pensez-vous? Est-ce que vous êtes partisan de ce genre d'ONG ou pas? Et en troisième partie,
si d'aventure on est d'accord pour réduire les inégalités, est-ce qu'il y a des solutions ou est-ce qu'en fait c'est mort parce que l'être humain il est comme ça? Ça sera le sujet de notre dernière partie et notamment avec quelques réflexes chrétiens si la Bible a quelque chose à nous dire sur le sujet. Donc éclairons notre audience et nous-mêmes par la même occasion sur ce rapport et le contexte dans lequel celui-ci s'inscrit. Marc, je t'ai annoncé parce que je sentais que tu étais prêt. Eh bien, alors, si je suis prêt, je vais tenter de me lancer. Je vais commencer par... D'abord, c'est un rapport annuel, c'est-à-dire que Oxfam International, qui est une des plus grosses ONG mondiales, très bien de le rappeler, anglaise, oui. Dont la directrice générale est Winnie Byanyima, bravo, une très célèbre ougandaise qui lutte depuis de très nombreuses années sur le respect, en particulier des droits des femmes, mais aussi la lutte contre l'inégalité dans son pays. C'est une grande dame, un peu une passionnariat, mais c'est une grande dame. Alors, Oxfam est présent à travers le monde sur énormément de terrains pour tenter de lutter pour un meilleur développement, contre les inégalités. Oxfam a fait aussi la une de l'actualité il y a quelques mois, quelques années, pour des pratiques de certains de ses membres, pour le moins irrespectueux des personnes qu'ils entouraient. Et puis je dirais la dernière chose sur Oxfam, ayant travaillé pendant un certain temps dans le domaine de l'international comme volontaire, eh bien là aussi dans la question des répartitions, des inégalités, on y reviendra sans doute tout à l'heure, Oxfam est une ONG importante qui paie ses volontaires de manière très satisfaisante par rapport à d'autres ONG ou même à des volontaires qui partent à l'aide au développement, comme on l'appelait auparavant, mais qui partent dans ce contact, dans cette relation avec d'autres cultures et d'autres populations pour essayer de construire un monde meilleur. Eh bien, ces volontaires, la plupart sont bénévoles ou touchent quasiment rien. Et là, il y a une vraie différence avec la réalité d'Oxfam qui s'inscrit dans la dynamique du fonctionnement des ONG internationales puissantes, financées par les États pour grande partie et par le don privé pour d'autres parties, et qui, au moins dans certains pays, orientent la politique du pays lui-même très fortement. Je parle en connaissance de cause ayant été pendant 2 ans en Haïti. La place d'Oxfam en Haïti est pour le moins pas anodine et certainement une des responsables de la difficulté du pouvoir haïtien à essayer de surmonter et de faire face pour construire un nouveau pays. Oh, on en reparlera. À noter que la directrice France, c'est Cécile Duflot, en fait. Oui. Depuis 1 an à peu près, je crois. C'est exact. Ta dernière phrase, peut-être tu y reviendras. Donc c'était que Oxfam était était lié aux éventuellement difficultés polémique. du pouvoir haïtien. C'est ça que tu disais? Oui, c'est la D'accord. place de Ok, toutes c'était les juste pour ONG comprendre. dans Ouais. ce jeu de construction d'un D'accord. pays. On garde ça au chaud ou Oui. au frais en ce moment plutôt pour tout à Je ne sais l'heure. pas si c'est le sujet du jour d'ailleurs. hein. Non, mais c'est intéressant. Je trouve Ah, que mais c'est moi un je veux que point ça très saigne un intéressant. petit peu. Hein, Non, je plaisante. Oui, j'ai dit sale gosse, tout à fait. D'autres éclairages au niveau fait, contexte qui vous ont marqué en préparant cette émission? Bernard. Un des gros effets de ce rapport, me semble-t-il, c'est aussi le bilan de 10 ans. On voit des marches Des perspectives. importantes entre 2000, sur les 10 dernières années, puisque c'est un rapport annuel comme l'a rappelé Marc. Oui. Mais là, il y a une mise en perspective sur un laps de temps de 2007, je crois, jusqu'à 2017. C'était le démarrage de voilà. ce rapport annuel, oui. Donc, ils arrivent là maintenant à des choses. Il y a des basculements. On assiste à des basculements de seuil, de répartition des richesses. Puisque très concrètement, d'après ce rapport, il y a 26 milliardaires dont la fortune, le patrimoine net en fait, équivaut les 3,8 milliards d'habitants, c'est à peu près 50% de la population. Et que, par exemple, 1% des personnes ont capté presque 50% des richesses créées en 2018. Voilà quelques chiffres que vous trouvez sur ce rapport et qui ont éclaté certaines unes de nos journaux, quoi. Hein. Oui. David? Déjà, faut savoir quand même que les 26 qui sont là ont une partie de leur fortune qui est quand même liée à la possession des actions qu'ils ont dans des entreprises. Alors, ça fait partie... Moi, je trouve que c'est toujours dans les discussions qu'il y a ou avec les Gilets jaunes, il y a vraiment quelque chose de compliqué entre le fonctionnement d'une entreprise et sa richesse. Déjà, sa richesse et sa valeur boursière, ce qui est deux choses différentes. Oui. Et du coup,
le propriétaire principal de cette société a lui-même Jeff Bezos, par exemple, Amazon. Cette double façon de voir les choses, c'est-à-dire les actifs qui sont aussi des potentialités futures et ses possessions. Et après, il y a ses revenus à lui, Tout à fait. dont on ne parle pas forcément, qui doivent être très élevés. Jeff Bezos, il ne doit pas tout laisser pour l'entreprise, mais d'un certain côté, ça, on le voit, on ne sait pas ce qu'il possède, ce qu'il reçoit chaque année en tant que dividende, on va dire. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait regarder. Enfin, non, c'est pas que ça qu'il faudrait regarder, mais c'est quand même différent. Parce que ce qui est mis en avant quand même, et par le rapport et par la réalité, que l'on entend par d'autres sources, c'est la très forte augmentation des dividendes des plus gros actionnaires. C'est-à-dire, c'est le mécanisme qui s'accélère toujours pour que les riches gagnent toujours plus de richesses. Oui, mais alors... Attendez, ça va. Je voudrais juste terminer sur quelque chose de le plus factuel possible. Zut, maintenant tu me fais perdre le fil. Non, voilà. Donc il y a cette question des revenus. Après, ce sont des entreprises. Nous sommes dans une période où il y a des secteurs qui sont en pleine croissance, sur des marchés mondiaux. Tout à fait. Il y a un effet comme ça de grossissement de la valeur de ces entreprises, la dématérialisation du livre, des achats et tout ça est quelque chose qui se développe. Donc les entreprises qui se sont lancées là-dedans ont une place, une valorisation gigantesque et aussi une place dans le monde qui est très importante. Donc ces 26-là, à mon avis, si on regarde la liste de ces 26, on voit déjà comment notre société évolue. En fait, c'est déjà un marqueur. On est déjà un peu dans l'analyse, là. La caméra, je suis sûr qu'elle me voit tressaillir, sursauter. Non, mais pourquoi pas? Je vais me laisser bousculer. En fait, quelque part pour moi, David, et c'est tout à fait pertinent, tu es déjà en train d'offrir à notre audience un peu de recul en termes d'analyse, notamment du fait qu'une partie de ces patrimoines, sont liés à des tendances de marché. Vous et moi, peut-être qu'on commande plus sur Amazon aujourd'hui qu'il y a quelques années. Donc, on est, vous et moi, contributeurs de la fortune Bezos. Exactement. Et une partie est mobilière. Et demain, il peut peut-être devenir l'homme le plus pauvre. Non, j'exagère, mais bien sûr. Mais en même temps, quand j'entends David, quand je t'entends Philippe, on est quand même au cœur d'un rapport qui met derrière en avant qu'il y ait de la richesse, qu'il y ait par rapport à des mécanismes économiques dans la manière dont la société fonctionne aujourd'hui, qui fassent que des gens s'enrichissent. Après tout, pourquoi pas, même si parfois, là, on est à mon avis dans des domaines scandaleux. Mais la question, c'est la question de, une fois qu'on a dit ça, comment ces riches participent complètement d'abord. Comment ces riches participent à la marche du monde. Comment il y a une répartition tout un chacun. Comment chez Amazon ou dans n'importe quelle autre société, il n'y a pas que les puissants actionnaires qui gagnent au maximum et que ceux qui triment au quotidien pour faire vivre ces entreprises sont bien souvent diminuer de leurs droits. Voilà, cette question-là, elle est posée. Ok, oui, tout à fait. Mais on a prévu de rentrer un peu là-dedans. Donc pour moi, ça pose tous ceux d'entre nous qui ont fait un petit peu d'économie, ne serait-ce qu'au lycée, c'est le fameux rapport de force entre la rémunération du travail et la rémunération du capital, en gros. C'est sur 100 € de bénéfices, il y en a combien qui sont réinjectés dans l'entreprise sous forme d'investissement, il y en a combien qui vont dans la force de travail, donc les salaires, et il y en a combien qui rémunèrent le capital. La rémunération du capital, pour les entreprises cotées notamment, avec des actionnaires en tout cas, c'est bien sûr les dividendes. Il n'y a pas 2-3 éclairages. Moi, par exemple, j'ai appris, parce que je ne le savais pas à l'occasion de ce rapport, les seuils de pauvreté et d'extrême pauvreté que tu citais, je crois, tout à l'heure. 1,90 $ par jour. 1,90 $, c'est l'extrême pauvreté par personne par jour. Et 5,5 pour être dans la catégorie un tout petit peu au-dessus, qui apparemment s'appelle pauvreté, non pas extrême pauvreté. Donc moi, je trouvais, ça m'a interpellé, ça. Et puis, j'ai toujours dans les faits, en allant sur le site de cette ONG, sur lequel je ne serais pas allé naturellement et spontanément, je note quand même que Oxfam, sur leur page d'accueil, n'appelle pas à une démondialisation. Je m'attendais à trouver un discours peut-être plus révolutionnaire au sens étymologique, même si je pense qu'il serait partant pour changer un peu de modèle. On y vient tout à l'heure sur comment participer et qu'est-ce qu'il faut changer. Mais ils appellent à une régulation. Je cite, vous trouvez ça sur leur site. Donc j'ai trouvé intéressant, alors que moi j'aurais eu un a priori peut-être un peu plus gauchisant chez eux. Ils sont pas tout à fait sur la même ligne qu'Attaque. Oui, par exemple. Associé à cette démarche-là. Ça, c'est un éclairage intéressant, je trouve, pour garder un petit peu de mesure dans les critiques éventuellement un peu rapides. Mais Bernard, il veut prendre la parole depuis 5 minutes. Parce que tu parlais des éléments de contexte de ce rapport. Il ne faut pas oublier Davos, qui est ce rassemblement annuel mondial des grandes fortunes et responsables politiques d'État. Francis Bach, c'était l'année dernière.
On se souvient de ce discours d'Emmanuel Macron à Davos. Moi, juste, je ne suis pas l'actualité de Davos au quotidien, mais ce qui m'a interpellé, c'est de savoir que cette année, c'est le patron d'Alibaba. C'est-à-dire... C'est un Chinois, hein. C'est un Chinois, Alibaba, c'est Amazon chinois. Oui. Et c'est lui qui était là, qui a fait un discours en disant, mais n'ayez pas peur de la dématérialisation, n'ayez pas peur des nouveaux modes de consommation. En Europe, vous êtes très frileux. En Afrique, ils sont friands. Oh, punchline. Ouais, ça c'était la punchline. Non, mais c'est juste pour dire que on est face à, effectivement, tu le disais tout à l'heure, des changements de comportement, des changements d'attitude. Je suis d'accord pour le circuit court pour aller acheter ma courgette, mon bout de viande. Oui. Mais si jamais je vois passer une pub sur Amazon, par exemple, ou bien sur d'autres sites en ligne, hein, on pourrait en citer d'autres, avec un tarif intéressant pour m'acheter la dernière cafetière électrique, je risque de ne pas aller faire réparer celle où il faudrait changer le fusible. Ok. Voilà, c'est juste... D'autres choses au niveau du contexte. Moi, j'ai noté, bien sûr, le mouvement des Gilets jaunes avec une révolte et ils ont vraiment, pour moi, été aiguillons sur, à un moment donné, stop, ça suffit. Ça suffit de taper toujours sur les mêmes, hein, en gros. Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un contexte où l'inégalité devient, au moins dans les mots, de plus en plus politiquement incorrecte. Et dans un contexte aussi de lutte contre les paradis fiscaux, je crois. Bah, c'est aussi le fait que, quand même, si on prend l'exemple de la France, une des premières mesures prises par notre président de la République, et qu'il avait annoncé, c'est de diminuer un certain nombre d'impositions pour les personnes qui sont, paraît-il, en capacité de pouvoir faire redémarrer l'économie française. Le résultat n'est pas obligatoirement probant. Ce qui est certain, c'est que ça amène... Tu parlais tout à l'heure de la question de l'imposition, sur laquelle on va revenir très certainement et qui est importante. Mais les plus riches en France ont un taux d'imposition de 45%, si je ne me trompe pas. Par contre, l'imposition sur le résultat, les dividendes, on va les appeler, les rapports financiers, ne sont que de 30%. Pourquoi ? La question quand même se pose, c'est... le résultat aussi un peu économique est toujours un peu compliqué, c'est de s'apercevoir, et le rapport d'Oxfam le dit fortement, c'est que finalement, on arrive à faire que, si on prend des clés de répartition différentes, des personnes à des revenus modestes, mais payant l'impôt, payent plus d'impôts que, au prorata que les personnes les plus riches. Il y a derrière, et c'est ce que disait Bernard tout à l'heure, en 10 ans, on a vu une accélération de l'augmentation des richesses d'une toute petite minorité. C'est difficile parce que les chiffres employés, on n'arrive pas à les mesurer. Quand on parle de... Justement, à quoi ça sert finalement de comparer ? 112 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça représente ? Et justement, pourquoi comparer ? Pourquoi se focaliser ? Alors, ça a un effet d'annonce qui est superbe. Ça permet de montrer effectivement la façon dont le monde évolue. Ça ne dit pas grand-chose d'ailleurs, savoir si les plus pauvres deviennent plus pauvres ou moins pauvres. Ça, le rapport ne le dit pas beaucoup. On parle des inégalités, donc on montre les plus riches. Le rapport est sur l'inégalité. Oui, mais le rapport ne dit pas si les plus pauvres deviennent plus pauvres ou plus riches. Non, je trouve qu'il manque un grand ingrédient. Comme le reste de la réalité du monde dans l'observation, globalement, en disant la pauvreté a diminué dans le monde. Elle le dit. Mais ce que met en avant Oxfam, et moi, je trouve que quand même, c'est quelque chose d'essentiel. C'est pourquoi une accélération des écarts de plus importants d'année en année. Il y a derrière un système qui ne fonctionne pas. Mais je pense que la question qui est là, c'est pas savoir maintenant si une personne devient extraordinairement riche en ne pouvant jamais dépenser tout ce qu'elle a gagné. Parce que ces personnes-là qui sont devenues extrêmement riches ne sont pas que des fortunes. Ce sont des acteurs importants dans le monde, dans l'économie actuelle. Ce que je veux dire, c'est que mesurer la richesse des actifs, des biens, des revenus d'une personne, sans savoir dans quel écosystème elle vit, c'est-à-dire dans quel service public elle vit, et tout ça, ça n'a pas de grand-chose. Je veux dire, si tu vis avec $90 par jour dans une société qui te garantit la sécurité alimentaire, l'accès aux soins et à l'éducation, ben, tu es extrêmement riche. Alors que si tu gagnes $2000 et que tu n'as rien de tout ça, tu es extrêmement précaire. Donc, la question, c'est de savoir de quelle façon
aujourd'hui, les acteurs économiques du monde entier, qui sont des acteurs privés et des acteurs publics, réalisent cette sécurisation en fait de la population, peu importe le revenu, de savoir de quelle façon des services publics, le bien public est partagé à travers tout le monde. Attends, et ça, c'est quand même une autre question. Ok. Mais c'est ce que met Oxfam en avant. Et la réalité de ce que l'on perçoit, c'est que dans la plupart des pays du monde, il y a une dégradation des services publics. Dans notre France, on le met bien en avant, il n'y a pas véritablement de dégradation, mais il y a de plus en plus de difficultés pour pouvoir payer cette solidarité nationale que l'on paye. Voilà. Qui peut payer demain ? C'est toute la bagarre qu'il y a au niveau des Gilets jaunes aujourd'hui. Est-ce que... Oui, et d'ailleurs, c'est illustratif avec les Gilets jaunes, parce que justement, il y a ce hiatus entre vouloir plus de services publics, moins d'impôts et tout ça. Mais la question, c'est bien, est-ce que l'on évalue? On va les laisser. Mais est-ce que derrière, c'est vrai qu'il faut pas est-ce que derrière, il n'y a pas Faut avancer. la question quand on voit les prix. Bon, dans ce que met en avant le rapport d'Oxfam, est-ce qu'il est normal qu'un seul homme ait l'équivalent d'un PNB, d'un produit national brut intérieur, d'un PNB, d'un pays? Il y a quelque chose qui, pour moi, est plus que choquant. Il y a une question de redistribution. Ce qu'il y a derrière, c'est une idéologie de fonctionnement d'une économie, et en particulier très américaine, c'est de dire, oui, je suis très riche, laissez-moi la liberté d'utiliser ma richesse et la répartition au service des plus pauvres comme je désire. Et je pense qu'il peut y avoir d'autres systèmes. C'est de dire qu'il y a un État, et c'est le rôle du politique qui doit réguler cela. Et on est en train de perdre cette autorité de l'État. Nous sommes en train là de parler. Du coup, est-ce que ça veut dire que, d'après Oxfam, notamment, on touche aux conséquences perverse du système néolibéral, d'accord? Et donc, est-ce qu'il faut changer de système, plus ou moins c'est évident, plus ou moins violemment? Ça a l'air assez évident, effectivement, pour Marc. Tout le monde l'aura remarqué. Donc, juste pour terminer, peut-être sur le côté un peu recul, un peu critique, ce dont je me méfie à travers ce genre de rapport choc, sans que le message central ne soit amoindri, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des inégalités et ça devient insupportable. Donc là, moi, je rejoins complètement Marc, mais je me méfie après des stéréotypes, quoi. Voilà, et des choses un peu, bref, des réflexes un peu pavloviens. Ah, mais les riches, c'est eux, il y a eux, il y a nous. On s'inquiète pas si ce sont des acteurs d'économie. On n'a aucune culture. Et demain, pour moi, ça aboutit à la démission de Chantal Joanneau en tant que patronne du grand débat national. Moi, je suis choqué, par exemple, à titre personnel, c'est une opinion, qu'elle s'est sentie obligée de démissionner parce que son revenu mensuel, je ne sais plus, 14 000 ou 17 000 euros et quelques, 14 000 et quelques, qui bien sûr peut paraître hyper choquant, mais du coup, ça conduit des effets de foule et d'effets de masse où il y a un haro sur 17 000 euros. Et là, on ne parle pas de Jeff Bezos, on parle de Madame Joanneau, quoi. Mais enfin, ça pose aussi toute la question de Carlos Ghosn aujourd'hui en prison au Japon, avec tout ce que cela interroge quand même. Un homme aussi puissant que cela, qui visiblement a transgressé. Je crois que peu à peu, on est quand même en train de s'apercevoir qu'il a trouvé tous les moyens pour transgresser les bases d'imposition qui existent dans deux pays. Et cette question-là, elle est fondamentale parce que la richesse, elle a augmenté, c'est ce que dit Oxfam. C'est parce que les plus gros, les plus riches, les plus grandes entreprises trouvent tous les moyens, avec tous les appareils juridiques derrière, pour tout faire pour payer le moins possible d'impôts. Alors, c'est l'optimisation fiscale. C'est scandaleux. J'allais y venir. Il paraît que même Danny Boone, là, il se fait un peu rattraper. Pourtant, c'est l'acteur préféré des Français. Qui ne se fait pas rattraper? Sébastien Loeb. Et nous, on ne fait pas d'optimisation fiscale, là? Sébastien ici, Loeb. là. Attends. Sébastien Sébastien Loeb, Après, on fait une petite pause. c'est notre Alsacien réputé. Il habite en Suisse. Je veux dire, il y a des tas de choses comme ça. La taxe que le gouvernement français vient de donner à Google est de ce côté-là assez symptomatique. Google, on annonce que l'État français va lui... Encore fait. Mais... Oui, mais on est dans cette question de l'évasion. On mélange tout. Non, on mélange tout. Non, je ne crois pas qu'on mélange tout. Parce qu'on est face à des situations qui se superposent les unes aux autres. Et ça donne ce sentiment d'incompréhension. Juste après la pause, j'aimerais qu'on parle du jugement. Du coup, quelles seraient, si nous on était aux commandes, quelles seraient des réactions collectives et individuelles pour tenter de diminuer peut-être au minimum ces écarts? Certains aimeraient peut-être complètement les supprimer, mais là on parle du coup d'un changement total de paradigme. Peut-être c'est le cas chez certains des auditeurs, je ne sais pas, David?
Ben non, en fait, moi je trouve qu'à chaque fois, et là, pour moi, je le ressens comme ça, c'est qu'on remélange tout, c'est-à-dire qu'on remélange la question des entreprises, la question des personnes privées, de ces grosses entreprises, et la question des individus. Et la question des inégalités, en quoi une inégalité, je trouve que c'est quand même très intéressant de se poser la question, en quoi une inégalité est scandaleuse ? Pourquoi est-ce que ça nous... Et je trouve que dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a ça, c'est-à-dire en quoi ça nous fait souffrir le fait de savoir qu'il y a quelqu'un de plus riche, que nous, on constate qu'il y a un délabrement de notre société, enfin de quelque chose, d'accord ? Mais le fait qu'il y a un écart, c'est quand même curieux, parce que ça, effectivement, ça donne une sorte de... déjà, ça donne un sentiment revanchard. En plus, ça nous rend aveugles sur l'inégalité qu'on peut avoir avec les personnes qui sont en dessous de nous. Et je ne sais plus qui est-ce qui avait dit ça, c'est que dans une société égalitaire que l'inégalité est la plus insupportable. Ok, alors c'est un débat que je ne vais pas ouvrir parce qu'effectivement, je pense qu'il y a des idéologies derrière, mais j'aimerais qu'on soit quand même concret, pragmatique et plus accessible. On va faire une pause pour respirer un grand coup. Par rapport à ce que dit David. Tu la feras pas ta pause. Certains vont prendre un verre d'eau. C'est très amusant de se retrouver sur ce débat-là avec des confrontations avec mon avis David, sur lequel je pense qu'on a beaucoup de points de correspondance. Mais la question, bien sûr... alors c'est le béaba, on dit l'humanité, de toute façon, elle est appelée à une inégalité. On est unique. Donc on est différent. Et l'approche de cette différence-là peut dire, mais qu'est-ce qui est le plus à mettre en valeur que l'autre ? Et si on est dans ce niveau-là, on est dans l'inégalité. Effectivement, est-ce que celui qui est porteur d'un handicap est plus fort et a plus de place dans une société que celui qui n'a pas de handicap ? La question, elle n'est pas là. La question, me semble-t-il, elle est de dire qu'il y ait des hommes et des femmes qui, soi-disant, par leur volonté, leur pugnacité, leur talent, arrivent à gagner plus. Je dirais pourquoi pas. Mais la question, c'est que quand dans une société, on se retrouve avec des hommes et des femmes qui sont à la rue, qui n'ont quasiment donc on parle de la pauvreté, pas des inégalités, qui n'ont quasiment plus de droits, et qui, derrière, on nous dit, bah oui, mais il va falloir faire des choix. Si on continue à pouvoir maintenir une solidarité, il faut qu'il y en ait qui payent. Eh bien, la question, c'est qui va payer ? Et il y en a qui ont la possibilité de payer, qui aujourd'hui ne payent pas. Vous voulez savoir qui va payer ou qui devrait payer, qui ne paye pas ? Eh bien, on va tous respirer un grand coup et on se retrouve dans quelques secondes. Éclairage, éclairage, éclairage. Sur une tendance de société, sur une actualité, un débat pluriel et surtout, de bonne foi. Éclairage. Un débat surtout très animé aujourd'hui. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie de cette émission Éclairage qui rebondit sur le rapport Oxfam, donc sur les inégalités dans le monde. Et nous avons resitué, remis en perspective quelques faits, le contexte dans lequel ce rapport arrive. Et ça a un peu chauffé à l'antenne avant cette petite pause. Et bien justement, quelle pourrait être... Non mais chauffer, c'est bien la chaleur en ce moment. Quelles pourraient être des décisions, vous voteriez par exemple. Pourquoi ? Il y a une loi qui est prévue contre les inégalités en termes de contexte en France. Bernard. Juste avant, tu as posé la question et personne n'a répondu. Est-ce que nous ne faisons pas, nous, chacun à notre niveau, de l'optimisation fiscale ? Oui, moi, ça me semble évident. Mais bien sûr que si. On calcule pour savoir si je donne tant à telle association, j'aurai un reçu qui me permettra de... Voilà, je veux dire... Oui. Voilà. C'est parce que parfois, entre optimisation fiscale et évasion fiscale, on fait encore un malentendu. Oui. C'est pas la même chose, même si l'évasion fiscale se sert de l'optimisation fiscale, mais aussi de la voie illégale. Tout à fait. Enfin, l'optimisation fiscale, la loi le prévoit comme tel, Bernard. L'optimisation fiscale... C'était pas une accusation, Marc. Non, c'est pas une accusation, mais dans l'exemple que tu donnes, c'est de permettre, parce que l'État est conscient qu'il ne peut pas être porteur seul de la solidarité, et qu'il a besoin d'organismes privés, d'associations, de volonté d'hommes et de femmes de faire vivre la solidarité. Il est normal que ceux qui en ont les moyens puissent donner et avoir une déduction fiscale. Parce que finalement, c'est un prorata qui va se dégager de l'État pour pouvoir aider à cette solidarité nationale. C'est logique. La question...
elle n'est pas là. C'est pas l'optimisation fiscale, c'est l'évasion Ah, fiscale. d'accord, mais c'est- tout à l'heure, tu as dit optimisation fiscale. Non, ça c'est mon ami Bernard qui l'a dit, pas moi. Moi, j'ai pas parlé de. Attention, tout est enregistré. Ah, d'accord, on va revenir. On On réécoutera. redira. Mais si c'est moi Bon, qui mais l'ai c'est dit, bien. je l'ai dit. Et j'assume. Derrière, c'est toute la question de ceux qui, par tous les moyens, et en particulier la recherche de moyens légaux, veulent tout faire pour ne pas participer à la solidarité, c'est-à-dire au bien de tous. Qui va faire ses courses en Allemagne pour acheter un shampoing moins cher qu'en France ou des paquets de cigarettes? Les frontaliers. Et c'est pas Oxfam qui me contredira, j'en sais rien. Ils écoutent peut-être pas. Je veux dire, on a des moyens aujourd'hui Bernard. de trouver d'autres. Mais est-ce qu'on est dans la même mesure, Bernard? Non, mais c'est alors, pas une question de mesure, moi. C'est une question Mais non, de même démarche. Oui, démarche. bon, c'est clair que moi je suis convaincu que sur le principe, de toute façon, nous sommes tous des êtres humains et Ouais. ce que moi je pense et ce que la Bible dit, c'est que le cœur de l'homme, de toute façon, est tortué par-dessus tout et notamment avec une propension à la cupidité. Après, il y a une question d'échelle. Qui devrait payer peut-être un peu plus aujourd'hui? Quelles mesures avec lesquelles vous seriez favorable qui diminueraient les inégalités pour diminuer peut-être la pauvreté? Et pour, notamment au niveau des services de base, est-ce que quelqu'un devrait payer plus? Par exemple, parce que vous êtes plutôt favorable à la taxe sur les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Hein, Et une taxe Microsoft. spécifique qui est en train d'être réfléchie en France, Il est par évident- exemple. il est Marc, évident que ça ces serait cohérent taxes avec ce que tu qui- disais tout à l'heure. qui depuis 15 ans essaient de se mettre en place, Ouais. n'arrivent pas à se mettre en place. Ouais. On Mhm. dit que si on les met en place, notre économie mondiale va s'écrouler, que le système va s'écrouler. La question, elle est là. C'est de dire à quel moment le politique, dans des décisions qui sont incontournables, vont imposer leur position par rapport à un système économique non maîtrisé qui fait fi de toute loi politique. Mhm. Pour moi, la question, elle est là. Et Oxfam le dit, le répète, et ils ont raison de le dire et de le répéter. On n'a pas obligatoirement trouvé les solutions, mais le monde dans lequel on est, qui amène à ce renforcement constant d'inégalité au profit des plus riches, c'est la défaite, le défaitisme complet du politique par rapport à Oui. l'économie. Et là où Et ça, moi c'est dramatique. j'ai beaucoup évolué, c'est que de par ma formation et ma sensibilité plutôt libérale, je crois de moins en moins à l'effet de ruissellement. En tout cas pas dans le bon sens. Je crois dans moins Explique en un moins. petit peu l'effet de ruissellement. Oui, l'effet de s'il te plaît. ruissellement, c'est le fait de dire on va épargner ceux qui sont potentiellement générateurs d'emplois, qui créent de la richesse, pour prendre les termes, qui créent de la richesse et donc qui créent des emplois. Je ne dis pas que c'est pas vrai. Je dis juste que se focaliser uniquement, par exemple, pour éviter de taxer certaines entreprises, personnellement, je suis de plus en plus sceptique sur le fait que d'épargner un taux d'opposition, entre guillemets, dissuasif, marche en effet. Dans les faits, moi, je ne vois pas ça. Ouais. J'y crois pas, mon ruissellement. Moi, je veux Je ne dire. crois pas non plus au matraquage fiscal, bien sûr. Je dirais que ma façon de ressentir David. les choses, c'est que je pense que forcément, il y a un ruissellement. Je suis pour le ruissellement, mais le ruissellement a besoin de tuyaux. Sinon, ça se perd. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des infrastructures, des services qui soient mis en place, qui permettent que cette activité et que l'impôt aillent dans des choses qui vont être utiles et qui vont vraiment permettre de faire germer et de faire vivre les gens et peut-être de faire germer de nouvelles idées et tout ça. Parce que l'État, effectivement, n'est pas forcément un stratège sur la façon dont la société doit évoluer. Mais donc, ça ne sert à rien d'aider à ruisseler, ça ne sert à rien d'arroser en se disant ça va ruisseler si on n'a rien pour recueillir tout ça. Et ce qui est recueilli, c'est une vraie politique de long terme, publique, et tout ça, qui va faire ça. Si on fait l'un sans l'autre, en fait, on perd tout. Ok. David, Bernard, la voulait, colère, cet effet la de colère de cadeau. notre ministre de l'économie, Pas grave. Monsieur le maire, par rapport à la catastrophe de après Ford, Bernard. moi. tout l'investissement qui a été mis par l'État pour sauver une entreprise, dont aujourd'hui les actionnaires, les patrons se foutent pour renverser et mettre au chômage plus de 500 personnes. Derrière, c'est quand même une question de fond. C'est dire l'État investit sur des fonds publics, c'est-à-dire sur l'impôt de chacun, soi-disant pour sauver, et personne ne respecte. Et ça, les exemples peuvent être multipliés par dizaines, voire centaines. On se fait un Cette peu question-là, bananer elle des est fois, posée. c'est clair. Ouais, il y a des Bernard. erreurs et il y a des insuffisances légales. Il faut sauver le soldat Bernard. s'il Oui, vous plaît. ça va, il n'est pas en danger. Ce que disait David à l'instant par rapport à cette nécessité Il nous reste 10 minutes. entre guillemets, de canaliser le ruissellement,
puisqu'il utilisait le terme de tuyau. Le gouvernement avait mis en place un crédit d'impôt pour les entreprises, le CICE. Oui. Le bilan de cette opération, je ne le connais pas bien. Mhm. J'ai des doutes. C'est compliqué aussi. J'ai des doutes. Ouais, Voilà. c'est compliqué. Tout à fait. Moi, j'en touche, en tout cas, ouais. Même Même si j'ai qu'une salariée. Et voilà. Est-ce que ça t'a aidé à employer parce que c'était ça l'objet, on va faire économiser pour que les entreprises puissent employer de nouvelles personnes. Employer et ne pas licencier. Oui, C'est ça vient difficile, baisser, c'est difficile à mesurer. le coût salarial, en fait, Voilà. global, quoi. Voilà. Le coût du fait d'avoir de la main-d'œuvre. Oui, mais ouais. combien d'entreprises, pas à des échelles de TPE, hein, Mais en France, on n'est pas si mal loti que ça. Emmanuel Non. Macron a dit nous sommes une des sociétés les plus égalitaires du monde. Là, récemment, j'ai entendu. Là. Et c'est exact, dans Ah, tous les quand même. chiffres qui sont mis en Ouais. avant. On n'est pas plus, mais en même temps, des questions se posent. Et le mouvement des Gilets jaunes nous le renvoie. C'est de dire, Marc. derrière, sur quelque chose qui est incontournable, c'est-à-dire de pouvoir penser d'autres modes de fonctionnement, et en l'occurrence, au niveau du transport, de tenter d'abandonner au fur et à mesure les énergies fossiles et de mettre en place d'autres systèmes. Ça a amené le gouvernement français à faire le choix d'une augmentation de la taxe. Alors là, payée par tous, hein, ton plein d'essence, que tu sois milliardaire ou plus pauvre, il est exactement de la même mesure. Et c'est bien toute la question d'une des bases de l'imposition. N'oublions pas ce qu'est la TVA. Mais c'est pas le sujet du jour. Derrière, c'est de se dire, est-ce qu'on peut trouver d'autres modes de financement pour permettre une transition écologique ? Et moi, je suis persuadé qu'on peut effectivement trouver d'autres modes de fonctionnement auprès de ceux qui, aujourd'hui, ne respectent pas les règles d'imposition. Et derrière, comme ce sont les plus forts, on n'ose pas les attaquer. Ok. Donc déjà, tu serais pour une plus grande fermeté et qu'on arrête de nous prendre pour des CON. Ok. S, bien sûr, parce que c'est au pluriel, Philippe. Et puis aussi, peut-être, tu militerais pour... Enfin, peut-être je vais laisser la parole aux autres. Pour une plus grande progressivité de l'impôt sur le revenu. C'est une question, ça. Hein, Peut-être de revoir en particulier l'impôt sur et la taxation sur les dividendes et sur tous les échanges internationaux. D'accord. Ouais. Ah, la fameuse Alors, taxe Tobin, hein, c'est ça. Voilà. Tobin. Alors, David. moi, sur cette question justement de l'impôt... On parle des mesures, là, concrètement, des réactions qu'on pourrait avoir. Alors déjà, sur cette taxe Tobin, par exemple, sur les flux financiers, moi, il y a tout de suite quelque chose qui m'a gêné conceptuellement, c'est de financer quelque chose, que ce soit une transition écologique, quelque chose, avec quelque chose que l'on combat et que l'on critique. C'est-à-dire, si on considère que les flux financiers, la financiarisation de l'économie, qui est quand même là, pour moi, le poison qui a failli nous tuer et qui pourrait encore nous tuer, c'est-à-dire vraiment la spéculation aveugle qui n'est liée à aucun projet, la financiarisation de la société, si on taxe ça, ça veut dire d'une certaine façon, on va dépendre encore de sa survie pour continuer à financer. Alors, on pourrait considérer que c'est pour réorienter tout ça, mais je trouve que c'est pas si simple quand même. Après, sur la question de la taxation d'entreprises internationales, c'est complexe, ça nécessite, ça ne peut pas être qu'une décision unilatérale d'un pays, donc c'est toute la complexité, de la même façon que quand on parle du kérosène qu'on veut taxer, voilà, le problème c'est qu'il y a des accords internationaux et qui sont difficiles, et tout le monde n'a pas la même vision que nous, alors que déjà même à nous quatre, on a certainement la même vision, mais on n'a pas envie de dire les mêmes choses. D'accord. Alors, ce que je voudrais juste dire par rapport à ça, il y a encore différencié l'impôt des sociétés avec l'impôt des personnes. Alors l'impôt des sociétés, là, il y a le problème du jeu des filiales et des sièges, c'est-à-dire qu'en fait la filiale fait payer un droit de marque enfin le siège fait payer les droits de marque à son siège. Délocaliser les profits. Pour que les profits aillent, et ça c'est autorisé, il n'y a pas de taxation pendant qu'on transfère d'une société à sa maison mère dans un endroit où les taxations sont plus faibles. Donc la question c'est pourquoi est-ce qu'il y a des endroits qui sont des paradis, des oasis fiscaux et qui finalement effectivement sont une façon de détourner l'impôt. Après, sur l'impôt sur le revenu, il y a la même question, et donc il y a les exilés fiscaux qui vont dans des endroits et ils payent l'impôt sur le revenu là-bas. Et là, moi, je trouve que j'ai pas trouvé d'inconvénient à la proposition qu'avait fait la France Insoumise, c'était de dire, eh bien, on taxe la différence entre ce qu'ils payent en impôt sur le revenu dans le pays où ils sont et ce qu'ils devraient payer en France. C'est-à-dire qu'ils soient à l'étranger ou en France, ils paieraient le même impôt. Simplement, ils ne paieraient pas plus parce qu'ils sont à l'étranger. À travers ce que tu dis, David, et comme on est à l'approche de quelques semaines des élections européennes, on est bien là. Cette harmonisation, elle est indispensable. Et une des difficultés 5 minutes. Que traverse l'Angleterre aujourd'hui avec le Brexit, il est bien là parce que l'Angleterre est une terre où nous pouvions, beaucoup
pouvait essayer de jouer sur la manière de ne pas payer d'impôts ou d'être réduit, etc. Je crois que là aussi, construire une Europe, mais demain, je l'espère, construire un monde qui soit mieux harmonisé sur ces aspects-là, c'est ça qui permettra de lutter contre les inégalités, mais foncièrement aussi, de mieux protéger les plus pauvres et de lutter contre la pauvreté. C'est une des raisons pour lesquelles Oxfam prend la parole, notamment lors de Davos, parce que quand on écoute la directrice dont tu as très bien prononcé le prénom et le nom tout à l'heure, Marc, effectivement, elle dit, pour nous, c'est une chambre pour faire écho, parce que là, on a des personnes qui ont du pouvoir politique et économique pour faire peut-être ce genre d'harmonisation globale, quoi. Ouais. Après, moi, je trouve qu'il y a une autre question. Quelques réflexes chrétiens. Oui, parce qu'il y a une autre question, et je trouve que ça peut peut-être faire une transition, c'est la question de la dette. Parce que il est important de connaître les actifs d'une personne, mais aussi son passif et ses dettes. On dit, je sais que dans les critiques qu'il y a eu sur ce rapport, d'après Oxfam, c'est Jérôme Kerviel qui est l'homme le plus pauvre du monde, hein, voilà, puisqu'il doit 5 milliards à la Société Générale. Voilà, donc en fait, il serait plus pauvre. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des personnes dans le monde qui font partie des plus pauvres, c'est-à-dire en revenus, mais qui finalement ont une empreinte dans le monde et qui endettent, enfin qui ne créent pas de dette dans le monde parce que finalement ils ne produisent pas des. Et là, j'ai failli être en retard tout à l'heure pour venir à l'émission parce que j'ai été bloqué par un camion poubelle qui vidait les poubelles dans ma rue. Une quantité incroyable de poubelles dans la rue, dans une rue très populaire. C'est pas des gens très riches qui sont là, mais quand je voyais ces poubelles remplies de déchets alimentaires ou de déchets uniques, de plastique et tout ça, je me disais, mais quel roi, à une époque, avait la richesse et la force d'aller envoyer des gens chercher du pétrole au bout du monde pour fabriquer des choses à usage unique qu'il allait jeter le matin même. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas seulement qu'on est riche ou pas riche ou tout ça. La question, c'est pas l'inégalité par rapport à moi et par rapport à quelqu'un, un de mes contemporains. C'est aussi la question de quelle façon je crée une inégalité pour mes générations futures qui, elles, vont assumer ma dette. Alors, comme il nous reste même pas 3 minutes, quelques réflexes clés avant peut-être de sortir des épées ou des étendards sur nous en tant qu'êtres humains, sur notre rapport à l'argent et plus particulièrement à la cupidité. On parlait de côté maladif tout à l'heure. Tu t'interroges aussi, mais comment Carlos Ghosn, qui gagne déjà très très bien sa vie, pourquoi il allait jusqu'à, quitte à être condamné, machin, même si à mon avis, il y a aussi... Ouais. Exactement. Quel éclairage la Bible peut nous donner sur peut-être cette tendance qui nous guette potentiellement tous? En écoutant les uns les autres et puis en réfléchissant un petit peu quand même aussi avant, il y a un épisode qui est raconté dans la première partie de la Bible de cette femme qui se retrouve en terre étrangère et qui n'a plus de quoi manger et qui va aller glaner quelques épis dans le champ d'un riche propriétaire. Boaz et Ruth, tout à fait. Et je trouve que la démarche de ce propriétaire, il y a tout à retravailler, bien sûr, Okay. Parce que je suis pas On invite propriétaire. notre audience à se... Je suis pas propriétaire d'un champ de blé, mais le patron, en l'occurrence, dit laissez quelques épis pour ceux qui en ont vraiment besoin. Ok, merci. À disposition. Deux choses. La Marc. première, je crois que ce qui imprègne l'évangile constamment, c'est l'attention qu'on va porter aux plus pauvres, à celui qui est sur le bord de la route. Il y a la veuve et l'orphelin. C'est de se dire aussi, avec l'argent que j'ai, est-ce que cet argent me libère ou me rend esclave? C'est-à-dire très concrètement, est-ce que je suis prêt à le mettre en partage pour suivre une autre route? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que l'Évangile me dit, c'est développe tes talents. N'enterre pas ton talent, mais développe ton talent. Ça veut dire aussi que, bien évidemment, ton talent, quel qu'il soit, il peut profiter à tous les autres. Ok, merci. David, et puis je terminerai, puisqu'il nous reste 45 secondes. Oui. Qu'est-ce que tu retiendrais en termes d'éclairage biblique? Moi, je pense qu'il y a cette notion que la question n'est pas d'être riche à un instant T, c'est d'être dans la peur de ne plus l'être. Ah, la sécurité mal placée, je dirais. Voilà, la J'avais peur de prévu ne plus d'en l'être. parler, tout à fait.
Et je pense qu'il y a des cœurs, Merci. il y a des personnes qui ont des biens, mais qui ne sont pas dans cette, qui sont en train d'essayer de gérer les bienfaits qui leur sont tombés dessus par leur talent, mais aussi par la chance, par les conjonctions des choses, et de savoir qu'est-ce que je vais en faire. Et si les gens se posent, et je pense que ça serait intéressant de discuter avec ces 26 milliardaires qui ont réussi, de savoir quelle est leur vision du monde, Tout ce à qu'ils fait. ont envie de faire. Ça serait pas forcément les Non. plus inintéressants Non. de Et je l'histoire. pense que moi, je me garderais bien J'ai- d'avoir un j'ai vu jugement la- hâtif. J'ai d'ailleurs vu une petite interview du patron d'Alibaba. C'est intéressant ce qu'il dit. C'est intéressant. Donc la question pour moi, c'est pas des personnes. Est-ce que je suis une personne qui veut être le plus riche du cimetière, ou est-ce que je suis une personne qui veut être le plus riche de talent et de les mettre Ok. en œuvre, Merci et de ne pas David les de dire enterrer. que c'est le système qu'il faut changer d'abord. Et le système, il se J'ai pas dit changera ça. par rapport à nos J'ai pas dit attitudes ça, mais personnelles. je suis Eh pas loin oh non plus. Stop, on ne fait pas de coup d'état là sur les dernières secondes sur les deux missions. Moi, je retiendrai, il y aura toujours des pauvres parmi vous. Donc je pense que Jésus n'est pas venu premièrement pour réduire les inégalités, même si effectivement il nous a demandé de porter attention à la veuve et à l'orphelin, et puis aussi l'impôt juste. Donc ça, je pense que c'est une vraie piste de progression. C'est est-ce que notre impôt aujourd'hui est juste et suffisamment progressif. C'est sur ces mots que nos personnes très riches autour de la table vont se quitter aujourd'hui. Voilà. Merci. À très bientôt. À très Au revoir.